Bonsoir à toutes et à tous. Euh, Permettez-nous d'abord de vous remercier de vous être abonné à notre chaîne YouTube pour suivre nos cours en ligne, nos cours de sociologie en ligne. Et vous remercier de la fidélité que vous avez manifestée à notre égard. Pour ce soir, nous aimerions commencer les cours de sociologie avec le cours de méthodologie. Donc il s'agit de partager avec vous les bases méthodologiques de la recherche en sciences sociales. Et ce cours est destiné aux étudiants qui sont inscrits en première année, mais également à toute autre personne qui serait intéressée par la recherche en sciences sociales en général et en sociologie en particulier. C'est un cours qui est destiné aux étudiants de première année, mais qui peut servir en tout cas à toute personne qui est intéressée par la recherche en sciences sociales. Parce que vous êtes sans ignorer que la recherche, les études, c'est pas un processus progressif forcément, c'est souvent un processus itératif et souvent on est tenté de retourner dans les enseignements de la première année pour pouvoir comprendre des choses qui peuvent nous être utiles même en étant doctorant ou étudiant en master. Donc c'est un cours qui est très instructif pour quelqu'un qui veut faire carrière en recherche en sciences sociales en général et en sociologie en particulier. Je le dis parce que moi-même, qui suis docteur en sociologie, il y a des choses que je ne comprends réellement dans cet ouvrage, dans ce cours-là que maintenant. Alors que je les avais apprises à peu près il y a 8 ans ou 9 ans. Donc c'est juste pour vous dire l'importance que ce cours revêt pour quelqu'un qui est dans les sciences sociales, surtout en sociologie. Donc la séance d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de ce cours sur la recherche en sciences sociales, ou bien les bases méthodologiques de la recherche en sciences sociales. Mais la séance d'aujourd'hui sera consacrée spécifiquement à l'étude de la démarche en sciences sociales, notamment les états de la démarche en sciences sociales, ce qu'on appelle les états de la démarche en sciences sociales. Et c'est un cours qui est inspiré de l'ouvrage de Raymond Kivy et de Luc van Campenhout, qui est intitulé Manuel de recherche en sciences sociales. Mais pour ce cours-là, nous nous sommes référés à la dernière édition, à la 4e édition de cet ouvrage, qui a été élaboré avec la collaboration de Jacques Marquet. Et nous profitons de l'occasion pour rendre un vibrant hommage à Raymond Kivy, qui nous a quittés depuis 2008 et qui a été à la base de la production de cet ouvrage-là, notamment les premières, deuxième et troisième éditions de l'ouvrage. Donc cette édition-là est la seule édition à laquelle il n'a pas participé. Donc nous lui rendons un vibrant hommage. Donc pour commencer ce cours-là, il est important quand même de rappeler qu'en sciences sociales en général et en sociologie, la recherche, c'est souvent un dilemme pour surtout les étudiants qui débutent. Parce que c'est une activité qui nécessite quand même le respect de certaines exigences, de certaines règles qui sont édictées et qui fait que souvent, si on n'a pas une certaine connaissance de ces règles-là, on peut se méprendre, surtout quand on commence à faire de la recherche sans maîtriser certains contours ou certaines règles de la démarche en sciences sociales. On peut se perdre facilement, ou bien on peut avoir des difficultés. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'étudiants nous interpeller, même des étudiants qui sont en master et même des doctorants, qui ont des blocages du point de vue méthodologique. Et cela est souvent dû au non-respect de certains préceptes méthodologiques qui
sont pourtant enseignés depuis la première année. Parce que quand même la méthodologie, elle est centrale dans la carrière d'un sociologue ou bien d'un spécialiste en sciences sociales. Avant d'aborder les différents états ou bien les 3 temps de la démarche en sciences sociales, il est important de dire rapidement ce qu'est une démarche. Dans le cadre de la recherche scientifique, une démarche, c'est une manière de procéder pour atteindre un objectif ou bien pour arriver à un résultat. Donc, pour rire un peu, quand on dit d'une fille ou bien d'une femme qu'elle a une bonne démarche, donc c'est sa manière de progresser, sa manière de marcher, voilà, vers quelque chose ou voilà, quelqu'un. Donc juste pour dire qu'en sciences sociales, la démarche renvoie à cet état de fait, c'est-à-dire à la manière de procéder pour arriver à un résultat ou bien pour atteindre un but. Donc, ceci étant dit, nous aimerions quand même aussi attirer l'attention sur 3 défauts ou bien 3 erreurs qu'il faut impérativement éviter dans le cadre de la recherche en sciences sociales et que Raymond Kivé et Luc Van Camponen ont bien clarifié dans leur ouvrage. C'est ce qu'ils appellent la fuite en avant. Donc la fuite en avant, c'est un problème qu'il résume un peu en 3 choses. D'abord, ce qu'il appelle la gloutonnerie livresque. Ensuite, l'impasse aux hypothèses. Et enfin, l'emphase obscurcissante. Donc, pour le premier cas, pour le premier problème, ou bien la première erreur qu'il faut impérativement éviter dans le cadre d'une recherche scientifique, c'est la gloutonnerie livresque. Souvent, quand on entreprend une recherche scientifique, la première idée qui nous vient en tête, c'est quand même d'emmagasiner un certain nombre de connaissances en consultant beaucoup d'ouvrages et en les exploitant de fond en comble souvent. Mais le problème qu'il faut éviter à ce niveau-là, c'est surtout de lire n'importe quoi et n'importe comment. Donc le premier travail à faire, c'est de bien sélectionner les ouvrages, les articles, en tout cas les documents qui cadrent bien avec la thématique que l'on étudie ou bien la problématique que l'on étudie. Et ça, c'est important puisque il ne s'agit pas forcément d'une visée quantitative, mais surtout d'un objectif qualitatif. On doit avoir un objectif qualitatif en matière de lecture et en matière de consultation de documents. C'est pour cela qu'il nous invite quand même à éviter la gloutonnerie livresque ou statistique qui consiste à lire, à penser que c'est en lisant beaucoup qu'on atteint forcément l'objectif de bien comprendre la thématique qu'on étudie. Donc il faut éviter de lire n'importe comment, n'importe quoi. Il faut bien sélectionner ses ouvrages, ses articles. Et c'est seulement après cette sélection-là, maintenant qu'on commence à lire, à faire des analyses, à faire des résumés, des descriptions, à faire sortir du sens dans ces documents-là. Donc ça, c'est le premier problème qu'il faut résoudre et la première erreur qu'il faut éviter. Ensuite, il y a ce qu'il appelle l'impasse aux hypothèses. Souvent, l'autre erreur qu'on rencontre souvent chez les étudiants, c'est de tout de suite commencer à collecter des données, à faire de l'observation, à faire du terrain, avant même de construire son objet ou bien de construire un véritable projet de recherche. C'est souvent très dangereux parce que normalement, il faut avoir construit des hypothèses, avoir fait des hypothèses, avoir construit théoriquement son objet pour pouvoir aller sur le terrain. Mais si on se précipite dans la collecte des données avant même d'avoir construit son objet et d'avoir construit ses hypothèses,
voilà, on peut se tromper, en tout cas de cible, on peut collecter des données qui ne vont servir à absolument rien du tout. Donc ça, c'est une erreur également qui doit être évitée. L'autre erreur, et la dernière, c'est ce qu'ils appellent l'emphase obscurcissante. C'est souvent le propre des étudiants débutants dans la recherche, surtout des étudiants qui sont en master ou en licence, qui débutent les études de cas ou bien les mémoires de master. Souvent, après 3 années faites en sociologie ou bien dans une science sociale, on se croit expert ou on se croit grand chercheur, etc. Et on veut coûte que coûte appliquer l'ensemble des connaissances qu'on a eu à acquérir dans le cadre de nos recherches. Et souvent, c'est de la pédanterie qui s'ensuit. On utilise des concepts qu'on ne maîtrise pas forcément, on emploie des termes trop lourds. Et dans ce cas de figure-là, le professeur ou bien l'enseignant qui suit l'étudiant ou bien l'encadreur qui l'assiste, la première chose qu'il doit faire, c'est d'inviter l'étudiant à définir l'ensemble des concepts qu'il emploie. Et c'est à la suite de ce travail-là, de cet exercice-là, que l'étudiant lui-même se rend compte qu'il ne comprend absolument rien de ce qu'il est en train de faire. Et donc, si le chercheur lui-même ne comprend rien de ce qu'il est en train de rechercher, quand même, comment voudrait-il quand même que les autres qui vont lire son travail puissent en comprendre quelque chose? Donc, voilà la dernière erreur qu'il faut éviter dans le cadre d'une recherche. Donc, c'est pour cela que Raymond Kivy et Luc Van Capenul l'appellent les chaos originels ou 3 manières de mal commencer. Donc, c'est 3 manières de mal commencer qu'il faut impérativement éviter si on veut faire un travail scientifique. Donc, ceci étant dit maintenant, nous allons aborder très rapidement les 3 actes ou bien les 3 états de la démarche ou les 3 temps de la démarche en sciences sociales. Dans son livre intitulé La formation de l'esprit scientifique, c'est Gaston Bachelard qui résume en quelques mots les états de la, ou bien les 3 actes de la démarche en sciences sociales, en stipulant que le fait scientifique est conquis, construit et constaté. Il est conquis sur les préjugés, construit par la raison et constaté dans les faits. Donc c'est extrêmement important parce que rien qu'avec cette formule-là, on peut comprendre un peu les 3 temps de la démarche en sciences sociales. C'est un travail d'abord de conquête, c'est-à-dire un travail de rupture avec les préjugés, un travail de reconstruction ensuite et enfin un travail de constatation. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambordon et Jean-Claude Passeron, dans leur ouvrage intitulé Le métier du sociologue également, ont essayé de reformuler cette formule de Gaston Bachelard en trois concepts. D'abord ce qu'il appelle la rupture, ensuite la construction et enfin la constatation. Donc voilà un peu les 3 actes de la démarche scientifique sur lesquels nous allons insister un tout petit peu pour nous permettre de comprendre en quoi consiste en tout cas la démarche scientifique. Et c'est cela qui va constituer un peu l'objet de cette séance-là. Mais il faut comprendre que dans ces 3 actes de la démarche, sont incorporés 7 étapes de la démarche. Parce que les 3 actes, c'est souvent c'est la partie théorie de la démarche scientifique, mais les étapes, c'est la partie opérationnelle. Donc, parce que chaque étape doit être suivie dans le processus dans le processus scientifique. Pour quelqu'un qui fait de la recherche scientifique, il doit quand même passer par ces 3 étapes-là. Donc, c'est des actes opérationnels qu'on fait sur le terrain, alors que la rupture, la construction et la constatation sont
c'est souvent de la théorie, c'est des états d'esprit qu'on a. Donc très rapidement, pour la rupture, qui est le premier acte de la démarche, on sait que quand on commence à travailler sur ou bien quand on entreprend d'étudier un phénomène social, c'est souvent notre passé ou bien nos expériences de la vie qui priment d'abord sur le fait. Autrement dit, on est déjà en contact avec un certain nombre de connaissances, avec un certain nombre de valeurs. On a un rapport particulier souvent même avec le phénomène étudié. Et il faut comprendre que rien que le choix du sujet n'est pas anodin. Souvent, on ne choisit pas n'importe quel sujet. Il y a souvent un rapport particulier, souvent subjectif même, qu'on entretient avec le sujet que l'on étudie. Beaucoup de chercheurs, il y a eu des études qui ont montré que si vous voyez les gens, les grands auteurs, les grandes théories qu'ils ont développées, il y a souvent des explications tirées de leur vécu qui interfèrent entre ce qu'ils qui interfèrent dans ce qu'ils produisent comme théorie. Donc voilà, c'est souvent cela qu'il faut prendre en compte. Parce que le choix, on ne choisit jamais un sujet pour rien du tout. Donc il y a souvent des motivations insoupçonnées, des motivations qui sont souvent implicites, qui déterminent le choix de tel ou tel sujet. Et rien que ce choix-là, quand même, est important à prendre en compte. Ensuite, quand on étudie un phénomène, on a souvent des idées préconçues sur ce phénomène-là. Soit par expérience, soit parce qu'on a été initié à cela, soit on a entendu parler du phénomène, soit même on a eu à lire des choses sur ce phénomène-là au point qu'on croit, être suffisamment outillé pour pouvoir l'étudier. Le plus souvent aussi, c'est parce que le phénomène étudié, on a un rapport extrêmement symbolique ou souvent un rapport sentimental même avec le phénomène étudié. Par exemple, un musulman du Sénégal, mouride, qui travaille sur le mouridisme. Donc vous voyez un peu la proximité, cette proximité-là, qui fait qu'on a beaucoup de prérequis sur le phénomène. On a beaucoup d'idées préconçues et on a une apparente maîtrise du phénomène qui est un avantage, il faut le reconnaître, mais qui va tout de suite devenir un inconvénient si on n'y prend pas garde. C'est pour cela qu'il doit y avoir un travail de conquête, un travail de rupture. Mais cette rupture par rapport à notre manière commune de voir les choses, par rapport au sens commun, parce qu'ici il s'agit du sens commun, est une activité qui n'est pas du tout facile. Parce que souvent, on est tellement dans la chose qu'il nous est extrêmement difficile de pouvoir prendre du recul pour pouvoir l'étudier avec toute l'objectivité qui est requise. Mais quand même, c'est un effort qu'on doit se faire pour objectiver, comme le dit Pierre Bourdieu, objectiver l'objectivation. Donc il faut un travail de rupture. Cette rupture-là qui n'est jamais totale, qui n'est jamais absolue, mais quand même c'est un effort qu'on doit se faire. C'est pour cela même que certains comme Jürgen Habermas et Anthony Giddens parlent de démarcation. En lieu et place de rupture, ils parlent de démarcation pour un peu atténuer le fait qu'on peut être amené à penser que la rupture elle est totale. Alors que les préjugés sur lesquels on construit souvent restent. Donc voilà, c'est des choses qui ne disparaissent pas carrément parce que justement on ne construit jamais à partir de rien du tout. Il y a toujours une base qui est là et qu'il faut impérativement prendre en compte. Et il y a le sociologue Abdoulaye Niang de l'université Gaston Berger de Saint-Louis également qui a produit un important article sur un peu le rôle du sens commun dans le processus de production scientifique en s'inspirant un peu des sociétés orales africaines, notamment celle du Sénégal.
Donc cette rupture, elle est là, elle est extrêmement importante, mais c'est une rupture qui doit être menée avec intelligence. Donc, comme le dit Jacqueline Luce, il faut vraiment faire cet effort de rompre avec le cercle des évidences établies et la chaîne du quotidien pour pouvoir réussir ce travail de rupture-là. Ensuite, il y a la construction. La construction, à partir de cette rupture-là maintenant, on essaie de faire ce qu'on appelle une construction théorique de son objet. Parce que souvent, sans cette construction-là, il est extrêmement difficile de faire une bonne observation. Parce que la construction, ça concerne un certain nombre de choses. Il faut conceptualiser, il faut faire une construction conceptuelle, faire une conceptualisation, définir les concepts clés, se référer à un certain nombre d'approches théoriques sur le sujet, sur la thématique qu'on étudie, essayer de formuler des hypothèses principales, une hypothèse principale et des hypothèses secondaires. Et à partir de cette construction-là, maintenant, on peut valablement commencer à faire ce qu'on appelle la constatation. La constatation n'est rien d'autre que ce que Durkheim a appelé l'administration de la preuve, c'est-à-dire l'observation, c'est la phase d'observation. Donc on fait un droit au statut scientifique que lorsqu'il est en mesure d'être constaté. Voilà donc ce qu'on avait à partager avec vous dans le cadre de cette première séance du cours de méthodologie qui porte sur la démarche en sciences sociales. Et dans le cadre de cette première séance-là, nous avions à partager avec vous les 3 actes de la démarche. Et rappelez que la prochaine séance va porter exclusivement sur les 7 étapes de la démarche en sciences sociales, notamment la question de départ, la problématique, la construction du modèle d'analyse, l'observation, l'analyse et enfin les conclusions. Je vous remercie.